Canon vient tout juste de sortir un objectif qui jusque-là était du jamais vu, le RF 10 20mm f4. On va en parler dans cette vidéo, c'est parti. Hello tout le monde, Canon frappe très fort en cette fin d'année 2023 avec plusieurs objectifs annoncés, parmi lesquels le 200-800 mm, le 24-105 mm f2.8 constant ainsi que le RFS 10-18 mm. Mais peu de temps avant cette annonce, ils ont annoncé la sortie du RF 10-20 mm qui est un ultra grand angle avec une ouverture constante de f4 et c'est justement le grand angle qui manquait clairement chez Canon afin d'élargir leur gamme RF. Alors jusqu'à présent, l'objectif le plus large était le 14-35 f4 série L. Alors ici on est toujours sur un objectif de série L, il vient remplacer le très célèbre 11-24 mm de la monture EF, mais du coup en beaucoup plus léger et beaucoup plus moderne également. Alors pour info, le 11-24 pesait, il pèse toujours encore aujourd'hui 1180 grammes et le 10-20 mm pèse seulement 570 grammes, donc ils ont diminué le poids d'environ 52%. Donc à titre de comparaison, moi mon 15-35 qui est l'objectif que j'utilise la plupart du temps pèse 840 grammes et franchement la différence se fait vraiment ressentir entre le 10-20 et le 15-35 au quotidien. Alors niveau confort d'utilisation, c'est vraiment un kiff. Moi j'ai vraiment adoré l'utiliser pendant ces 2 semaines de test. Au niveau de la confection, du coup, on peut remarquer plusieurs petites choses. Déjà, on a le protège objectif qui vient se mettre par-dessus le pare-soleil, contrairement à la plupart des objectifs où on a juste une protection qui vient se clipser à l'intérieur. D'ailleurs, ce pare-soleil là, il fait partie de l'objectif, il s'enlève pas. Et autre particularité au niveau du zoom, on dirait un mix entre un zoom interne et un zoom externe, on sait pas trop. En tout cas, la lentille elle dépasse jamais du pare-soleil. Donc d'ailleurs, tu as pu le remarquer sur ces quelques plans, la lentille est très bombée. Par contre, il s'agit pas du tout d'un fisheye, c'est bel et bien un objectif rectiligne et ça, c'est ce qu'on verra dans les tests tout à l'heure, mais les lignes sont complètement droites, contrairement à un fisheye qui lui déforme complètement les lignes. Alors au niveau du look, il ressemble beaucoup au 14-35 mm, d'ailleurs ils font quasiment le même poids, 544 grammes pour le 14-35, soit 26 grammes de différence entre ces deux objectifs. Parlons un petit peu des valeurs focales. On pourrait se demander pourquoi Canon décide de sortir un 10-20 mm alors qu'il vient clairement remplacer un 11-24. Ils auraient très bien pu faire, un 10-24, mais le truc, c'est que ce genre d'objectif est fait, selon moi, pour être utilisé à sa focale la plus large, donc à 10 mm et moins à 20 ou 24 mm. Donc l'idée, moi je pense derrière tout ça, c'est avant tout pour réduire le coût de l'objectif. Le fait d'enlever des valeurs focales coûterait moins cher en recherche et développement. Le 11-24 coûte encore aujourd'hui 3499 € contre 2699 € pour le 10-20 mm, soit 700 € de différence pour un objectif déjà plus léger, plus moderne aussi parce que les moteurs d'autofocus sont beaucoup plus puissants et surtout on a la monture RF. Et du coup je pense qu'aujourd'hui si jamais tu veux utiliser une focale de 20 ou de 24 mm chez Canon, tu as déjà d'autres objectifs de présent dans la gamme et puis en plus avec une plus grande ouverture. Moi je pense notamment au 16 mm ou au 15-35 qui ont tous les deux une ouverture à f2.8. Donc là où ils auraient pu frapper encore plus fort Canon à mon sens, c'est en sortant plusieurs objectifs à focale fixe. Peut-être que ça viendra à l'avenir, mais avec une plus grande ouverture ou bien un zoom grand angle avec une plus grande ouverture, comme c'est le cas par exemple chez Sony avec leur 14 mm f1.8 ou bien chez Sigma avec le 10-18 f2.8, même si celui-ci c'est pour capteur APS-C. Donc même si aujourd'hui tous les boîtiers ont des excellentes montées en ISO, franchement un ou deux stops supplémentaires de lumière ça change carrément la donne, surtout que là je l'ai testé dans des conditions pas très évidentes, on va le voir tout à l'heure. Donc comme sur la plupart des objectifs, on retrouve le switch AF/MF, on a le switch également pour activer ou désactiver la stabilisation ainsi qu'un bouton programmable. Donc moi ce bouton là je l'avais activé en mode rafale RAW en photo et en mode température de couleur en vidéo, mais tu peux vraiment l'assigner à d'autres fonctions selon tes besoins. Alors il y a également la bague de customisation en plus, comme c'est le cas sur beaucoup d'objectifs de la gamme RF. Moi cette bague je l'utilise pas beaucoup, il me semble qu'elle est assignée à l'ouverture je crois, mais je suis pas sûr, je m'en sers vraiment très rarement. On peut voir aussi qu'à cause du pare-soleil, il n'est pas possible de mettre de filtre à l'avant de l'objectif. Alors par contre il est possible d'en mettre un à l'arrière, un filtre de capteur. Malheureusement moi j'en ai pas, donc j'ai pas pu tester de pose longue en photo avec un filtre ND ou n'importe quel autre type de filtre, et j'ai pas pu également faire de vidéo en plein jour avec un filtre ND, et ça à mon sens c'est une petite limite par rapport à cet objectif. Même si jamais on peut mettre un filtre à l'arrière, on peut pas mettre de filtre variable à l'avant, et ça pour la vidéo c'est un petit peu contraignant. Et du coup la petite limite elle est là, c'est qu'en vidéo on va pas forcément pouvoir filmer à f4 en pleine journée, vu qu'on n'a pas de filtre variable, on va devoir fermer quasiment jusqu'à f11 ou f14 pour avoir une exposition correcte. D'autant plus que sur les quelques tests que j'ai pu faire, il
faisait pas un grand soleil et à f11 j'étais déjà à la limite de la surexposition. Alors les filtres de capteur, hein, ça ressemble à ça existe, on vient les placer entre le capteur et l'objectif et forcément la taille du filtre fait évidemment la taille du capteur, à savoir ici un capteur plein format parce que ces objectifs sont conçus pour des boîtiers plein format. Donc l'avantage de ces filtres aussi c'est qu'ils peuvent servir de protection pour le capteur. Moi sur mon R6 II il y a une protection lorsqu'il est éteint, mais certains boîtiers ne possèdent pas ça, donc je pense notamment au R8, donc ça va être une solution afin d'éviter tout accident sur ton capteur. Distance de mise au point minimum de 25 cm pour de l'ultra grand angle en photo ou en vidéo, c'est vraiment dingue. Le rapport de grossissement est de 0,06 à 10 mm et de 0,12 à 20 mm. Les photos qu'on sort avec cet objectif, hein, franchement elles sont complètement folles. Moi je l'ai utilisé par exemple dans cette église et là je te fais défiler quelques photos à l'écran. Franchement 95% des photos étaient prises à la valeur focale 10 mm justement pour avoir cet effet de grandeur dans l'image et c'est justement ça qu'on vient rechercher grâce à ce genre d'objectif. Alors ça demande quand même un petit peu de temps d'adaptation. Au début c'était pas forcément évident, j'ai mis pas mal de minutes à m'acclimater avec. Si jamais t'es pas habitué au grand angle, ça peut paraître bizarre au départ parce que il faut jouer avec le fait qu'à 10 mm on voit vraiment tout à un rayon de 130 degrés, donc ce qui est vraiment très large. Et pour photographier dans la rue, c'est vraiment loin d'être le plus simple à prendre en main. Après, honnêtement, on se prête très vite au jeu. C'est une perspective qui est complètement différente de ce qu'on a l'habitude de voir et d'utiliser surtout. D'ailleurs, si jamais ça t'intéresse, moi j'ai une autre vidéo qui sort en même temps que celle-ci où je te montre l'utilisation de cet objectif couplé à mon R6 II dans les rues de La Rochelle. Donc j'ai passé à peu près une petite heure à marcher et à faire quelques photos uniquement avec cet objectif dans le but de le prendre en main dans un premier temps et puis aussi de te montrer ce qu'il est possible de capturer grâce au 10-20 mm. Alors il faut savoir une chose, c'est que à l'heure où j'enregistre cette vidéo, il n'existe pas de profil de correction sur Lightroom. Moi je l'ai utilisé sans aucun profil de correction à l'intérieur du boîtier et c'est d'ailleurs comme ça que je capture toutes mes photos, hein, quel que soit l'objectif. Même si des corrections sont activables à l'intérieur du boîtier, je ne les active pas, je préfère le faire en post-prod si jamais j'en ai besoin. Donc là, chaque photo que je te montre, même si elles sont retouchées au niveau des couleurs, elles sont complètement brutes au niveau de l'aspect, il n'y a aucune amélioration. Alors je l'ai utilisé également lors d'un match de basket, ça peut être utile dans ce genre d'événement aussi, hein, c'est pas que fait pour l'architecture ou le paysage. J'ai fait ces tests là justement pour montrer que ça peut être utilisé dans ce genre d'occasion, pour montrer une vue d'ensemble d'un stade ou bien d'un gymnase, donc là en l'occurrence c'était un gymnase. Alors là je suis à 10 mm, je suis vraiment au bord du terrain et j'arrive à voir les deux paniers de basket, l'un de chaque côté, chose qui est littéralement impossible à faire avec mon 15-35, j'aurais vraiment pas pu avoir cette photo. Ensuite pareil, en haut des tribunes, en mode portrait, je vois quasiment tout le terrain, il est un tout petit peu coupé au bord de ma photo, on le voit en bas à gauche et en bas à droite, mais c'est quand même une excellente vue d'ensemble et ça pareil avec le 15-35 c'est littéralement impossible d'avoir cette photo. Allez, un peu plus tard les joueurs étaient en train de s'entraîner, moi je suis presque sous le panier, je vois carrément tout ce qui se passe, hein. Je vois l'ensemble des joueurs en ligne, je vois les tribunes, je vois le sol, je vois le plafond, le panier qui est au-dessus de moi, j'ai vraiment une vue d'ensemble d'une bonne partie du gymnase. Et puis ensuite pendant le match j'arrivais à obtenir ce genre de photos avec le joueur au loin qui lance le ballon, les autres joueurs autour ainsi que les tribunes pleines, le panier, le sol, le plafond. Encore une fois vraiment une vue d'ensemble avec des lignes parfaitement droites. Donc ce genre de photos, hein, clairement c'est pas possible avec un autre objectif. Allez, on poursuit avec un lancer franc pendant le match. Là je suis à 20 mm, on est quand même toujours large, hein, mais un petit peu plus dans l'action. C'est un petit peu plus recadré qu'à 10 mm forcément, mais on voit quand même très bien ce qui se passe autour du joueur sur le terrain et aussi un petit peu dans le public. Donc je te fais défiler quelques photos en grand angle et puis tu peux voir aussi que si jamais on alterne grand angle et focale un petit peu plus resserré, donc là en l'occurrence mon 70-200, on obtient une bonne variété de photos et ça en sport c'est cool, ça évite d'avoir soit que du plan serré, soit que du plan large. Donc j'en ai parlé tout à l'heure, ça n'a rien de dramatique, mais là où j'ai une petite réserve, c'est par rapport à son ouverture à f4. C'est vrai que pour du paysage, dans la majorité des cas, je veux dire à 99% des cas, ça peut suffire, mais moi personnellement j'aurais bien aimé avoir un diaph en plus. Par exemple là, au match de basket, où c'est un endroit où l'action se déroule très rapidement, les joueurs ils t'attendent pas pour prendre une photo, donc il faut être ultra réactif, et du coup je suis obligé de régler une vitesse d'obturation rapide forcément pour pouvoir figer mon sujet et de compenser par la montée en ISO. Et si je fais ça, je me retrouve avec une image prise à 1/800e ou 1 millième de seconde et en ISO j'atteins facilement les 4000, 5000, 6400 ISO, donc en soi ça va sur un boîtier tel que le R6 II, mais du coup le fait d'ouvrir à f2.8 aurait pu m'empêcher justement ça et ça aurait pu me permettre de gagner en flexibilité. Donc forcément qui dit plus lumineux dit plus cher, Sony possède le 12-24 f2.8, chez Canon il va falloir se contenter du f4 à 10 mm et on n'a pas de focale fixe plus lumineuse, du moins pas aujourd'hui et pas à ma connaissance. Après je suis d'accord avec tous ceux qui vont me dire que f4
f4 ça suffit largement, je suis entièrement d'accord avec ça, mais je pense qu'il n'y a pas que des cas isolés comme ça, hein. Je pense notamment à un professionnel pour un photographe de soirée ou de mariage, je sais pas, dans une mairie sombre ou bien une église peu éclairée. Si jamais ce professionnel là il a le choix, il va très certainement opter pour l'objectif le plus lumineux. Donc malheureusement pendant mes 2 semaines de test il n'a fait beau qu'une seule journée, voire une journée et demie, ce fameux jour où j'étais à La Rochelle justement pour mes tests, donc j'étais un petit peu deg, j'avais réussi à me dégager du temps pour essayer cet objectif, mais dehors c'était absolument infect, hein. Il y avait la tempête, il y avait la pluie et tout ça, donc j'ai pas pu trop tester les limites de cet objectif, notamment au niveau des flares et des aberrations chromatiques, mais en tout cas du peu que j'ai vu et du peu que j'ai testé, j'ai quasiment pas vu d'aberration, et pour ce qui est des flares, ils sont pas présents également. Pour ce qui est de la netteté, j'ai rien à dire, hein. Franchement j'ai pas été déçu, c'est un objectif excellent, on est vraiment dans ce qui se fait de mieux, hein. C'est un objectif de la série L, je le rappelle, qui est signe de top niveau chez Canon, donc gamme professionnelle, forcément la qualité est au rendez-vous. Alors j'ai pas fait de test de piqué vraiment très poussé pour savoir à quelle ouverture on obtient le plus de netteté, mais moi je dirais autour de 5, 6, 8, moi je dirais que c'est là où on obtient des résultats quasiment parfaits. Au niveau de la distorsion, on est sur une distorsion embarillée assez logique vu que c'est du grand angle. Après honnêtement c'est pas très dérangeant, pour de la photo de paysage ça se remarque à peine, pour de la photo de rue également, moi je l'ai pas trop remarqué, même en intérieur sans correction c'est quand même assez droit. Là par exemple à l'intérieur de l'église j'ai des lignes qui sont parfaitement droites, donc après j'imagine que lorsque cet objectif sera compatible avec la correction de distorsion sur les logiciels, il y aura plus aucun problème, et puis pour faire de l'architecture en intérieur ce sera vraiment le top. Pour ce qui est du vignettage, forcément on est sur de l'ultra grand angle, donc il est très présent, hein, quelle que soit la focale, il est très présent à 10 mm à f4 et il s'atténue petit à petit. Ensuite à 12 mm, même schéma, hein, c'est assez logique, et plus on ferme le diaph, moins le vignettage est présent. Et puis ainsi de suite, hein, j'ai envie de te dire, plus on augmente la focale, par exemple à 16 ou 20 mm, plus le vignettage s'atténue. Donc tout ça c'est assez logique avec ce type de focale, il faut pas s'attendre à autre chose. Alors du coup niveau vidéo, il se défend comment cet objectif? J'ai voulu tester ça, hein, bien sûr, il possède un mode de stabilisation, donc forcément on est obligé de le tester en vidéo. J'ai pu le tester entre 2 averses sur une demi-journée où il pleuvait pas trop. Je te fais un petit montage justement des différents plans que j'ai pu shooter, d'abord sans la stabilisation, ensuite avec uniquement la stab de l'objectif et enfin la stab du boîtier. En tout cas je te mets toutes les infos à l'écran. Quand même une chose, hein, c'est que Canon a fait quelques progrès par rapport au 15-35. Là je te mets les 2 plans côte à côte, donc à gauche on a le 10-20 mm et à droite on a le 15-35 mm, tous les deux à focale 15 mm et à ouverture f4. Donc c'est quand même pas hyper flagrant, mais moi j'ai remarqué une légère amélioration de la stabilisation avec le 10-20 mm par rapport au 15-35, à savoir que là je ne faisais pas du tout attention à ma démarche et j'avais pas activé la stab du boîtier, on est uniquement sur la stab de l'objectif. Alors du coup j'ai pas testé avec la stab optimisée la comparaison entre les deux, mais on l'a vu à 10 mm, hein, même s'il y a un léger crop, c'est vraiment très bon, donc de nets progrès ont été faits de la part de Canon au niveau de la stabilisation, même si à mon sens on n'est pas au niveau de Panasonic ou de Sony. Allez, pour conclure, cet objectif vient compléter une gamme grand angle jusqu'à présent assez faible, hein, chez Canon en monture RF. Selon moi il va parfaitement correspondre à un photographe de paysage, un photographe en intérieur également, par exemple pour de l'architecture ou de l'immobilier. Il peut être top aussi pour un photographe sportif, hein, on l'a vu, on peut sortir de très belles images très nettes. Donc pareil pour de l'astrophotographie, hein, c'est typiquement le genre d'objectif qu'on aime bien sortir en plein été pour capturer des étoiles. Moi j'aurais bien kiffé en faire, mais bon en automne c'est vraiment pas l'idéal. Là moi je te mets cette photo à l'écran que j'ai prise cet été à 15 mm, je te laisse imaginer à 10 mm ce que j'aurais pu obtenir comme étoile en plus. L'ouverture à f4 est pas dérangeante, hein, vraiment dans 99% des cas. C'est pas pour la profondeur de champ que je dis ça, parce que forcément à 10 mm la profondeur de champ est immense, mais je dis ça juste pour
avoir le luxe de pouvoir baisser les réglages d'un diaph si jamais on se trouve dans un endroit mal éclairé. Mais bon, avec l'excellente montée en ISO des boîtiers qu'on a aujourd'hui, il n'y a franchement aucun problème. Quoi qu'il en soit, c'est vraiment un excellent objectif que j'ai vraiment adoré utiliser. Un grand merci à Canon France et à Déclic 17 pour le prêt et le soutien. Cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée, hein, ils me prêtent l'objectif afin de faire mes tests, mais ils n'ont absolument aucune influence sur ce que je dis dans cette vidéo et ça c'est quelque chose dont je tiens énormément. Voilà, si jamais t'es intéressé, le lien pour se le procurer se trouve dans la description. N'oublie pas d'utiliser le code Nicolas sur Miss Numérique, c'est le meilleur soutien que tu puisses me faire afin que je continue à proposer ce genre de vidéos. Merci d'être resté jusqu'au bout et moi je te dis à tout de suite dans cette vidéo qui s'affiche juste ici.